Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La crise du logement. Tout le monde le sait et plusieurs le vivent directement dans la plupart des marchés au Canada. Les maisons sont devenues inabordables pour le citoyen moyen, le prix des loyers ne cesse d'augmenter et de plus en plus de gens sont confrontés à des difficultés pour se loger convenablement. À peu près tout le monde, que ce soit les médias, les politiciens, les chroniqueurs, etc., ont cherché un coupable à qui attribuer l'odieux de cette crise. Les propriétaires de logements, les investisseurs immobiliers, les acheteurs étrangers, les agents immobiliers, les locataires Airbnb et j'en passe, se sont tous fait pointer du doigt à un moment ou à un autre au cours des dernières années comme étant les responsables de cette crise du logement. Plus récemment, un nouveau coupable, devrait-on dire un groupe d'individus particuliers, se fait pointer du doigt comme étant le grand responsable de cette crise du logement, et j'ai nommé les immigrants. Pas plus tard que cette semaine, dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le premier ministre du Québec, François Legault, affirmait que les immigrants étaient les responsables de la crise du logement dans la province et par extension dans tout le pays parce que cette crise n'affecte pas que le Québec et l'immigration arrivent à la grandeur du pays. Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet. On ne peut plus arriver. Je vous donne un chiffre. Depuis 2 ans, on a eu une augmentation de 270 000 personnes immigrantes temporaires. C'est 100 000 logements, ça. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Puis là, je ne remonte pas il y a 10 ans. Je dis juste, on va revenir au nombre qu'on avait il y a 2 ans. OK, mais vous dites encore que 100 oui. du problème de la crise du logement est occasionné par les immigrants temporaires. Donc, si on résume le propos de M. Legault, la crise immobilière aurait débuté il y a 2 ans et serait causée par le rehaussement des seuils d'immigration et l'arrivée incontrôlée des réfugiés au pays. En réponse aux propos de M. Legault, le ministre de l'Immigration, Marc Miller, a affirmé que le premier ministre du Québec inventait ces chiffres et la causalité de la crise avec l'immigration. Bien, je pense qu'il invente ces chiffres, il invente la causalité. En d'autres mots, le ministre fédéral avance que l'immigration n'est pas responsable de la crise du logement, que ce soit au Québec ou dans sa globalité au Canada. Un collègue libéral de M. Miller, M. Rodriguez, a renchéri sur ses propos en disant que la crise du logement, ou du moins 100% de celle-ci, n'était pas causée par l'immigration. 100% du problème de logement, c'est les immigrants, vous croyez? Non. Qui dit vrai? Est-ce que l'immigration est responsable de 100% de la crise du logement, comme l'affirme M. Legault, ou y a-t-il absence de causalité, comme l'affirme M. Miller? La réalité, vous vous en doutez, est beaucoup plus nuancée et ne se situe pas à l'un des deux extrêmes que représentent les opinions respectives de chacun de ces politiciens. En fait, je vous dévoile le punch tout de suite, l'immigration accentue la pression sur le logement, il n'y a aucun doute là-dessus, mais elle n'est pas la source de la crise qui nous accable. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi, il faut juste rester jusqu'à la fin. Après un bond de 800 000 personnes en 2022, la population du Canada a cru de 1,2 million de personnes en 2023, soit d'un peu plus de 3 %, ce qui représente le taux d'accroissement annuel le plus élevé depuis 1957. Le 2/3 de cet accroissement était attribuable à l'immigration. Pour que tout le monde comprenne bien l'ampleur de ces chiffres, la croissance annuelle moyenne de la population canadienne de 2006 à 2021 était d'environ 381 000 personnes. Parallèlement, pour 2023 et 2022 respectivement, il s'est mis en chantier 223 000 et 240 000 nouveaux logements. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour réaliser qu'il y a un manque à gagner important et qu'il serait tentant d'affirmer de ce fait que si ce n'était pas de l'immigration, il se construirait assez de logements pour tout le monde au Canada. Avant d'aller trop vite dans nos constats, il est judicieux de prendre un pas de recul. D'abord, il faut reconnaître que bien que la population a cru d'1,2 million en 2023 au Canada, le pays n'avait pas besoin de construire un nombre équivalent de logements pour héberger tout ce beau monde. En effet, les immigrants, tout comme les Canadiens vivant déjà au pays, ont des ménages qui se composent de plus d'un individu. Pensez à combien de personnes vous habitez sous un même toit chez vous, votre conjoint, vos enfants, peut-être un parent, bref, la taille des ménages privés est en moyenne de 2,4 personnes au Canada. Donc, si la population a cru de 1,2 million en 2023 et qu'un ménage habite en moyenne 2,4 personnes, il est logique d'affirmer que 500 000 nouveaux logements auraient été suffisants pour loger tout le monde.
D'accord, mais il y aurait toujours un déficit, me direz-vous, et vous auriez raison parce que seulement 223 000 nouveaux logements ont été mis en chantier en 2023. Cependant, on ne peut pas non plus analyser le stock de logements par rapport à l'accroissement de la population sur une base annuelle. La raison est simple, le rythme d'accroissement de la population a varié au cours des dernières années, tout comme le nombre de mises en chantier. Il faut donc considérer à la fois le stock de logements existants et l'augmentation annuelle cumulative qu'amènent les nouvelles constructions. Si on retourne aussi loin qu'en 2006, qu'on additionne les logements construits depuis lors et qu'on compare le tout à l'accroissement de la population en fonction de la taille moyenne du ménage canadien, soit 2,4, on réalise qu'un nombre suffisant d'unités se sont construites au pays pour loger tout le monde. Même qu'un léger surplus peut être observé. Donc, en théorie, il s'est construit assez d'unités de logement au pays dans les localités de plus de 10 000 habitants pour loger toute la population. Bien sûr, la répartition de ces constructions est inégale et si tout le monde décide de s'installer en un endroit précis au pays, c'est certain que la pression sur les prix sera inégale aussi. C'est probablement ce qui explique la pression accentuée sur les grandes villes du pays où l'immigration a l'habitude de s'installer. Cependant, même si à l'échelle du pays, il s'est construit assez d'unités pour tout le monde, l'équilibre est à risque. Il est approprié d'affirmer que si les niveaux d'immigration actuels se maintiennent ou augmentent, ceci risque d'exacerber la crise immobilière dans la mesure où, factuellement, il n'y aura plus assez de logements privés pour loger toute la population du Canada si l'on respecte la composition actuelle des ménages. Si la croissance de la population en équivalent de nouveaux ménages privés a suivi la croissance des mises en chantier depuis 2006, les deux variables se sont décorrélées autour de 2022, ce qui indique que le léger surplus d'unités présenté précédemment sera complètement englouti et que nous nous retrouverons bientôt en déficit d'habitation. En ce sens, il y a une causalité entre le nombre d'immigrants acceptés et la crise du logement. De deux choses l'une, soit les seuils d'immigration sont réduits pour qu'ils se réalignent avec le nombre d'unités mises en chantier, soit on entreprend les 12 travaux d'Astérix afin de déréglementer le secteur immobilier pour inciter la construction domiciliaire. Donc, il faut reconnaître que l'immigration accentue la crise du logement dans la mesure où on ne construit pas assez pour accueillir convenablement tout le monde. Toutefois, est-ce que l'immigration est la cause principale de la crise du logement? Non. Elle n'est qu'un facteur aggravant, tout comme la surréglementation en construction ou l'inertie bureaucratique des municipalités à l'égard des changements de zonage ou de l'émission de permis de construction. À la source de cette crise, on retrouve la dépréciation de notre monnaie. Pratiquement personne n'en parle, mais si les loyers coûtent plus cher et si les maisons sont hors de prix, c'est parce que notre monnaie perd de sa valeur. Et la valeur de notre monnaie n'est pas le résultat d'une alchimie complexe. Sa valeur ou le pouvoir d'achat qu'elle nous accorde découle tout simplement des actions de la Banque du Canada, qui est elle-même influencée par la volonté de dépenser du gouvernement. Après tout, c'est à la Banque centrale que revient le contrôle de l'expansion de la masse monétaire via son taux directeur. L'enjeu, c'est que la politique monétaire, de par son instabilité, conduit à des cycles d'hypercroissance du crédit et par le fait même à une expansion quasi perpétuelle de la masse monétaire. Ce graphique le démontre bien. À partir des années 2000, la politique monétaire accommodante de la Banque du Canada a provoqué une explosion du rythme d'accroissement annuel de la masse monétaire. Le hic, c'est que cet argent créé par du crédit facile au pays doit aboutir quelque part. Et au Canada, ce quelque part, eh bien, c'est dans le marché immobilier. Que ce soit au Québec, en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique, le prix des maisons a augmenté rapidement. Et ce mouvement à la hausse ne date pas d'hier. Toronto est un bon exemple de l'influence de la politique monétaire sur l'immobilier au Canada. Plus la politique monétaire est accommodante, plus la masse monétaire s'accroît et plus le prix de l'immobilier augmente. Indirectement, ce phénomène vient éventuellement affecter le prix des loyers dans la mesure où le loyer d'un duplex adossé à une hypothèque de 600 000 $ ne peut être le même que celui d'un duplex adossé à une hypothèque de 300 000 $. Avec les déménagements, les renouvellements de baux et les augmentations annuelles, les prix des loyers finissent par s'approcher, à retardement bien sûr, à la nouvelle réalité du marché. Expliqué simplement, l'immobilier est devenu le compte épargne des Canadiens parce que la valeur décroissante du or ne leur permet plus de préserver leur pouvoir d'achat. Maintenant, l'inabordabilité ne serait pas un enjeu si tous les prix dans l'économie s'ajusteraient de façon égale à l'accroissement de la masse monétaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les salaires, vos salaires, sont indexés à l'IPC. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Canadiens sont condamnés à l'appauvrissement. L'IPC est peut-être la meilleure mesure disponible pour mesurer l'accroissement du prix des aliments que vous mettez dans votre panier d'épicerie,
mais elle ne mesure aucunement l'accroissement des prix de l'immobilier ou des actifs de façon générale. Puisque les prix de l'immobilier s'ajustent au rythme d'expansion de la masse monétaire et que vos salaires sont réglés sur l'IPC, il y a un fossé abyssal qui se creuse année après année entre les salaires et le prix des propriétés. À travers le temps, le pouvoir d'achat des familles canadiennes s'étiole systématiquement, tout comme leur rêve de devenir propriétaire. En 2006, une famille canadienne devait débourser un peu plus de 3 fois le revenu médian pour acquérir une propriété au prix moyen du marché. 15 années plus tard, soit en 2021, c'était près de 7 fois le revenu médian. Venez pas me dire que c'est la faute des immigrants. Le pouvoir d'achat des ménages au Canada s'étiole depuis belle lurette et bien avant que les flux migratoires se soient mis à exploser à partir de 2022 essentiellement. En conclusion, Legault a raison de dire que l'immigration est un facteur aggravant de la crise du logement. L'offre ne répond plus à la demande, ce qui pressurise les prix à la hausse. Toutefois, ce phénomène est relativement nouveau et on ne peut attribuer 100% de la crise aux immigrants comme il l'affirme. D'un autre côté, le ministre Marc Miller est complètement obnubilé par son idéologie politique lorsqu'il affirme qu'on ne peut tracer de causalité entre la crise du logement et les seuils d'immigration actuels. Dans les faits, le discours actuel sur la crise du logement omet de parler de l'éléphant dans la pièce, soit que la crise du logement est d'abord et avant tout une crise monétaire. Elle est la conséquence d'un système monétaire qui gangrène l'économie d'une inflation insidieuse et discrète. L'épisode récent de la pandémie ne fait que démasquer le mécanisme monétaire systématiquement programmé pour drainer l'énergie économique des Québécois et des Canadiens, année après année. Malheureusement, cette crise perdurera tant et aussi longtemps que la monnaie continuera d'être utilisée comme un moyen de manipulation économique plutôt que comme un outil de stabilité et de prospérité pour tous. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.